Juin 2025. L'argent africain change brutalement de trajectoire. En quelques lignes de code, 19 pays réduisent d'environ 30% les frais et transforment 5 jours d'attente en quelques secondes, sans annonce spectaculaire ni slogan politique. Que signifie, pour ceux qui observent Ibrahim Traoré, la possibilité de déplacer une valeur sans demander l'aval d'un centre extérieur, et pourquoi cela compte maintenant pour les échanges ordinaires? Peut-être le début discret d'un monde financier qui cesse de tourner autour d'une seule orbite. L'idée directrice est simple: comprendre comment un ajustement technique apparemment discret peut modifier durablement des rapports de pouvoir économique, sans passer par des tribunes ni des manifestes. Pour le spectateur, l'enjeu est concret: voir ce qui change vite pour décider mieux. Ici, l'objet n'est pas une polémique, mais un mécanisme mesurable. Coût, temps de règlement et souveraineté opérationnelle, transaction après transaction. Depuis des décennies, les paiements transfrontaliers africains suivent une architecture héritée, rarement questionnée, mais profondément structurante. Conversion en dollars, passage par des serveurs extérieurs, frais d'intermédiation, puis retour vers le continent. Quand cette architecture se fissure, ce ne sont pas seulement des lignes comptables qui bougent, mais des équilibres installés de longue date. Et une question devient un fil directeur: comment une infrastructure financière élargit-elle en pratique le champ des possibles? Deux repères suffisent à mesurer la bascule: environ 30% de frais en moins et 5 jours d'attente ramenés à quelques secondes sur des corridors testés. Cette compression n'a rien d'un effet d'annonce. Elle signale un changement d'architecture. La surprise vient du lieu où tout s'est joué, pas dans des parlements, ni dans une joute diplomatique, mais dans des réunions techniques à Abuja, Accra et Lagos, où l'on comparait des délais, des coûts et des dépendances devenus des trop visibles. Pendant près de 8 décennies, un paiement transfrontalier africain suivait souvent un trajet indirect: conversion en dollars, passage par des serveurs extérieurs, taxation implicite, puis retour vers le continent. Ce circuit, hérité de l'après-guerre, n'était pas un accident. Il organisait une visibilité extérieure permanente sur des échanges parfois très simples. La pandémie puis la guerre en Ukraine ont rendu cette mécanique plus fragile à l'usage. Volatilité accrue, délai amplifié, marge entamée par l'attente. L'urgence n'était plus théorique, elle devenait opérationnelle. C'est dans ce contexte qu'émerge un réseau de paiement panafricain capable de conserver davantage de flux sur le continent. Les conversions deviennent plus locales. Les banques centrales assument l'intermédiation de bout en bout. La souveraineté cesse d'être un mot abstrait pour devenir une suite d'opérations vérifiables, transaction après transaction. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'intérêt n'est pas l'isolement financier, c'est la réduction d'une dépendance devenue routinière, sans prétendre rompre avec le système mondial. Le signal le plus parlant n'est pas un discours, mais l'accumulation de preuves fonctionnelles. Quand l'argent circule autrement, la décision commence à se déplacer. Un exemple concret l'illustre. Sur le corridor Lagos-Accra, une petite coopérative commerciale voit sa trésorerie cesser d'être immobilisée plusieurs jours. La confirmation arrive en quelques secondes. Les stocks tournent plus vite, le risque baisse, la marge s'érode moins. Dans cette séquence, le personnage principal n'est pas un chef d'État, mais un opérateur de passerelle presque anonyme, chargé de faire tenir le système au quotidien. À Abuja, il observe pour la première fois une compensation régionale validée sans quitter le continent. Pour lui, ce succès n'a rien d'un symbole. C'est un test sous contrainte réelle, passé sans incident majeur, et donc reproductible. Son rôle est simple à décrire, mais difficile à exécuter. Vérifier que les couches techniques se synchronisent, que les banques centrales reçoivent bien les confirmations, et que la chaîne complète, émission, routage, compensation finale, reste cohérente.
Dans un réseau jeune, la crédibilité ne se construit pas par promesse mais par répétition. Chaque transaction réussie ajoute une couche de confiance. Chaque interruption rappelle une fragilité possible. À des milliers de kilomètres, la même logique se lit dans un geste banal. Une coopérative commerciale sur un corridor régional ne se demande pas si l'infrastructure change le monde. Elle vérifie si sa trésorerie revient plus vite, si l'exposition aux variations de devises diminue et si ses stocks peuvent tourner sans être bloqués par l'attente. Lorsque la confirmation arrive en quelques secondes au lieu de plusieurs jours, l'effet est immédiat. Moins d'incertitude, moins de marge consommée par le temps, plus de capacité à réinvestir. C'est ainsi qu'une infrastructure agit. D'abord à la périphérie, puis vers le centre. Le pouvoir ne se déplace pas en une nuit. Il glisse, transaction après transaction, au rythme des confirmations. En peu de mots, on peut retenir ceci. Quand le paiement tient, la confiance s'installe. Avant 2025, un paiement régional africain suivait presque toujours un détour. Conversion en dollars, passage par New York ou Londres, serveur extérieur, frais empilés, temps perdu. Puis, une série de constats se répète et le système craque par endroits. Les délais deviennent visibles, les coûts deviennent impossibles à ignorer. La dépendance cesse d'être abstraite, elle se mesure, elle se compare. Le déclenchement ne vient pas d'un sommet politique, il vient d'une discipline technique. À Abuja, Accra, Lagos, on met les chiffres sur la table. On dissèque les 5 jours d'attente standard. On recalcule les commissions. On isole les conversions. On regarde ce que l'attente fait à la trésorerie. Et une question, autrefois théorique, s'impose. Peut-on régler le commerce régional sans faire du dollar un passage obligé? La réponse prend forme par étapes. D'abord, des réunions, ensuite des scénarios, puis des tests. Des passerelles sont évaluées, des écarts sont mesurés. Les équipes cherchent la cohérence. Même langage, même temps standard, même confirmation. Ce travail n'a rien de spectaculaire. Il est répétitif, il est ingrat, il est décisif. Le point culminant survient le 27 juin 2025 à Abuja. 19 pays signent l'architecture commune. Une scène sobre, peu de mise en scène. Puis un détail révélateur. Des applaudissements éclatent, fait rare dans une conférence de paiement. Ceux qui sont là comprennent que l'enjeu dépasse l'innovation. Ils voient un outil capable d'inverser près de 80 ans de dépendance monétaire héritée de l'après-guerre. Même à distance, des dirigeants comme Ibrahim Traoré lisent ce moment comme un jalon structurel. L'idée de souveraineté se fixe enfin sur une infrastructure tangible. Après la signature, la séquence accélère. Moins de 5 jours plus tard, les premiers paiements tests sont compensés en quelques secondes. La rapidité n'est plus une promesse. C'est un fait observable. Et ce fait change l'échelle. L'attente cesse d'être une taxe invisible. Des banques s'alignent sur le protocole. Ghana, Kenya, Sénégal, Égypte, les confirmations arrivent. Les frais chutent, la trésorerie n'est plus capturée par le temps. Les acteurs locaux comprennent quelque chose d'essentiel. La vitesse cesse d'être un privilège, elle devient une base technique. Vient ensuite la phase de consolidation. Les banques centrales observent, elles comparent les flux, elles vérifient la synchronisation, elles cherchent la répétition, encore et encore, car un réseau n'existe que s'il tient dans la durée. En octobre 2020, l'expansion se poursuit à Nairobi. Une plateforme complémentaire rejoint l'ensemble. Un pilote entre le Malawi et la Zambie confirme que des transactions transfrontalières peuvent être réglées instantanément pour des coûts nettement inférieurs aux standards passés. Deux réseaux commencent à s'emboîter.
Une épine dorsale financière se dessine non par décret, mais par interopérabilité. Les gouvernements réagissent à leur tour. Le Kenya injecte des fonds dans sa banque de commerce et de développement. Le Ghana et le Nigeria érigent la compensation en monnaie nationale en priorité politique. Les petites et moyennes entreprises testent, elles adoptent, elles découvrent un accès au commerce régional sans coût prohibitif. Le signal traverse enfin les capitales occidentales. Washington observe avec hésitation. Paris exprime une inquiétude mesurée. Les analystes parlent de fragmentation. Les architectes africains répondent par les faits. Serveur, registre, code, confirmation. Et, dans cette répétition, une idée se précise. Contrôler le paiement, c'est commencer à contrôler la décision. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, le tournant n'est pas un slogan, c'est une mécanique qui fonctionne. Avant 2025, un paiement régional africain pouvait coûter jusqu'à 30%. Après la bascule, certains corridors passent sous les 3%. Cette réduction libère des marges locales au lieu de nourrir l'intermédiation extérieure. Le coût concentre à lui seul l'essentiel de la bascule. Dans l'ancien modèle, la facture ne venait pas d'une seule commission, mais d'un empilement. Conversions successives, frais d'accès aux rails internationaux, coûts de conformité gérés hors du continent, puis commissions de règlement. Avec une compensation davantage locale, ces couches se réduisent progressivement et la valeur cesse de sortir par microfuites invisibles. La baisse n'est pas identique partout, mais elle devient immédiatement lisible là où les volumes sont réguliers. Pour des acteurs à marge étroite, cet écart sépare une activité viable d'un commerce condamné à l'épuisement. Un autre repère complète la lecture, le temps de règlement. L'ancien repère était simple, 5 jours ouvrables constituaient une attente standard. Sur des tests, la confirmation arrive en quelques secondes. La trésorerie cesse d'être immobilisée, ce qui réduit l'incertitude quotidienne. Ce n'est pas seulement une prouesse de vitesse, c'est une transformation du risque. Quand l'argent met plusieurs jours à se fermer, l'entreprise vit dans l'entre-deux. Stock acheté, vente engagée, mais paiement non consolidé. Dans cet intervalle, une variation de devise, un incident logistique ou un retard bancaire suffit à ronger la marge. Quand la confirmation se fait en quelques secondes, le commerce respire autrement. Les stocks tournent plus vite, l'exposition au change se contracte et les décisions deviennent moins dépendantes du calendrier imposé par des corridors extérieurs. Les banques centrales, de leur côté, ne lisent pas cette accélération comme un confort. Elles y voient une preuve de cohérence opérationnelle, car la rapidité n'a de valeur que si elle s'accompagne de confirmations fiables et répétables. Enfin, un repère d'ensemble permet d'en prendre la mesure. Des estimations convergent vers environ 5 milliards de dollars économisés par an. Ce total correspond à des frais évités, réinjectés dans l'économie réelle. Ce chiffre ne doit pas être compris comme une promesse abstraite, mais comme une addition de frictions retirées, coûts de conversion, commissions d'intermédiation et taxes de l'attente. Il agit aussi comme un repère stratégique, parce qu'il donne une dimension au choix technique. Un protocole, un standard, une interopérabilité ne sont plus des détails, mais des leviers qui orientent l'investissement, la résilience et la capacité de planification. À mesure que les confirmations se répètent, les volumes augmentent graduellement et un effet de réseau se dessine. Plus les coûts baissent et plus le temps se comprime, plus l'adoption devient rationnelle, donc durable. Au-delà des trois mesures, une métrique implicite apparaît, la souveraineté des données. Les enregistrements restant sur des serveurs africains modifient le rapport entre visibilité et contrôle et réduisent l'exposition aux règles d'autres juridictions. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, l'intérêt de ces preuves tient à leur sobriété.
Elles ne décrivent pas un monde idéal, elles documentent un fonctionnement réel. À ce stade, la question n'est plus est-ce possible, mais jusqu'où peut aller cette bascule sans perdre sa cohérence. Le premier argument critique est technique et il mérite d'être pris au sérieux. Selon cette lecture, un réseau de paiement panafricain reste exposé à des fragilités structurelles. Réseaux électriques instables, interruptions de connectivité, hétérogénéité des systèmes bancaires et niveaux inégaux de cybersécurité. Les sceptiques ajoutent un point opérationnel. Si une passerelle locale devient un goulot d'étranglement, l'effet peut dépasser le pays concerné et ralentir l'ensemble. Dans ce scénario, une promesse de continuité pourrait être remise en cause par un incident qui n'aurait, dans un réseau plus mature, qu'un impact limité. Le second argument critique est géopolitique. Des observateurs occidentaux estiment qu'une réduction de la visibilité financière affaiblit certains mécanismes de régulation globale. À Washington, le terme qui revient est celui de fragmentation, des flux moins lisibles, donc plus difficiles à surveiller. À Paris, l'inquiétude est formulée autrement, mais converge vers une idée proche, le recul d'une influence historique construite sur des corridors hérités. Cette méfiance alimente l'hypothèse de pressions indirectes capables de compliquer la montée en charge du réseau, non par confrontation frontale, mais par contrainte technique, normative ou financière. Ces objections ne relèvent ni du dogme ni de la caricature. Elles pointent des vulnérabilités réelles, techniques et politiques auxquelles tout système émergent est exposé. Les ignorer reviendrait à surestimer la portée immédiate de la bascule. La réponse la plus solide, toutefois, se trouve dans les performances déjà observées. Le système a montré qu'il pouvait compenser des transactions auparavant bloquées 5 jours en quelques secondes sans recourir à une banque extérieure. Les coûts, qui frôlaient 20 à 30 ont été ramenés sous la barre des 3 sur plusieurs corridors testés. Les données demeurent sur des serveurs africains, renforçant le contrôle sans exiger un affrontement politique direct. Ces résultats ne suppriment pas les risques, mais établissent une base de confiance mesurable. Un cadre opérationnel peut fonctionner avant d'être pleinement stabilisé. Chaque transaction validée ajoute une couche de crédibilité qui réduit l'effet des pressions théoriques. La résilience ne se décrète pas, elle se construit par répétition. Le centre de gravité a déjà bougé. Jusqu'ici, l'attention pouvait se concentrer sur la faisabilité et sur la réduction des frictions. Désormais, l'enjeu devient structurel. Un système qui tient en conditions réelles commence à redéfinir les comportements, sans déclaration officielle. Le ton change dans les cercles techniques et institutionnels. Les ingénieurs ne testent plus une hypothèse, ils ajustent des paramètres. Les banques centrales ne se demandent plus si la compensation locale est viable, mais comment absorber une montée en charge sans rupture de service. Les entreprises, elles, cessent de comparer et commencent à intégrer ces règlements dans leur routine. C'est à ce moment précis que la portée politique devient visible par accumulation plutôt que par slogan. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, la démonstration est décisive. Une autonomie partielle n'est plus un projet lointain mais un état fonctionnel. Elle n'abolit pas les contraintes extérieures, elle réduit leur caractère automatique. Le pouvoir ne disparaît pas ailleurs, il se redistribue lentement à mesure que l'usage s'installe. La question ouverte au départ se transforme alors. Si la bascule est déjà pratiquée, même sur des corridors limités, quelles conséquences concrètes vont maintenant se manifester et pour qui en premier? Pour les États et les institutions publiques, l'effet le plus immédiat n'est pas un slogan de souveraineté, mais une visibilité monétaire plus directe. Lorsque les confirmations et les enregistrements restent sur le continent, les banques centrales lisent davantage les flux en temps réel sans dépendre de serveurs extérieurs. Cette lecture améliore la gestion des réserves, la planification budgétaire et la cohérence des politiques économiques régionales.
Une part de la valeur n'est plus absorbée par des frais externes, ce qui rend les arbitrages plus lisibles. La souveraineté cesse d'être déclarative. Elle devient mesurable, transaction après transaction. Et plus le réseau tient, plus l'institutionnel se réorganise autour d'une normalité nouvelle. Pour les entreprises, l'impact est d'abord temporel, puis obèse immédiatement financier. Un capital auparavant immobilisé pendant 5 jours circule désormais presque instantanément sur des corridors testés. Cette fluidité réduit l'exposition aux variations de devises et stabilise la trésorerie. Là où les coûts pouvaient atteindre 20 à 30%, certains corridors passent sous 3%, ce qui change la frontière entre possible et trop risqué. La compétitivité se déplace. Produire et livrer redevient plus important qu'absorber l'attente. Les chaînes d'approvisionnement intra-africaines, longtemps freinées par une taxe invisible de délai, deviennent plus viables. Ce n'est pas une optimisation marginale, c'est un changement de cadence économique. Pour les citoyens, coopératives et acteurs locaux, les effets sont plus discrets, mais tout aussi structurants. Un paiement confirmé en quelques secondes réduit l'incertitude quotidienne. Les revenus cessent d'être suspendus à des délais opaques. Chaque confirmation agit comme un micro-signal de confiance, et cette confiance s'accumule. La valeur circule plus vite dans l'économie locale, ce qui renforce des circuits courts, soutient l'emploi et stabilise des activités fragiles. Ce bénéfice n'a pas besoin d'être théorisé. Il se lie dans la routine, dans la possibilité de réinvestir sans attendre, dans la réduction du risque ordinaire. Pour la région et la géopolitique, les conséquences dépassent le continent sans prendre la forme d'une confrontation frontale. Washington perçoit une réduction progressive de sa visibilité financière sur certains flux. Paris observe un recul d'influence historique dans des zones autrefois structurées par des corridors hérités. Dans le Sud global, plusieurs gouvernements regardent ce modèle comme une alternative crédible à une dépendance automatique au dollar. La dynamique ressemble moins à un bras de fer qu'à un rééquilibrage. Les règles du jeu ne sont pas abolies, mais elles ne s'imposent plus avec la même évidence. À l'intersection de ces quatre effets, une ligne directrice apparaît. Retenir la valeur transforme la décision. Pour des figures comme Ibrahim Traoré, c'est la dimension la plus importante parce qu'elle relie l'infrastructure à une autonomie concrète plutôt qu'à un récit. Chaque paiement réglé localement devient une preuve cumulative. Et cette preuve, répétée, finit par modifier la manière dont un continent se projette dans le monde. À 6 à 12 mois, l'évolution du réseau ne suivra pas une ligne unique. Elle dépendra d'un cumul de conditions techniques, institutionnelles et d'usage dont la combinaison orientera la trajectoire. 3 scénarios permettent d'éclairer ces possibles sans les figer. Dans un premier scénario, celui d'une consolidation progressive, si les banques centrales maintiennent la synchronisation des couches techniques, alors les flux transfrontaliers gagneront en stabilité, corridor par corridor. L'adoption restera d'abord concentrée sur les usages récurrents, règlements commerciaux réguliers, paiements interbancaires, transactions à volume prévisible. Dans cette configuration, la baisse des coûts se poursuivra de manière graduelle et la rapidité deviendra une norme là où la continuité de service est la plus solide. Le changement restera discret mais cumulatif. Plus la répétition des confirmations est fiable, plus le réseau devient un réflexe opérationnel et moins il dépend d'un récit politique pour être légitime. Dans un deuxième scénario, plus favorable, l'accélération et l'intégration régionale prennent le dessus. Si de nouveaux pays rejoignent rapidement le dispositif et si l'interopérabilité entre plateformes s'approfondit, alors l'adoption peut franchir un seuil critique. Les entreprises réorganiseront plus vite leurs routines autour de règlements quasi instantanés et des chaînes d'approvisionnement
intra-africaines gagneront en densité. Les gains ne se limiteront pas à la réduction des frais. Ils se traduiront par une meilleure rotation des stocks, une diminution de l'exposition au change et une capacité accrue à investir. Dans ce scénario, l'infrastructure devient une colonne vertébrale de l'intégration économique régionale, avec un effet d'entraînement sur la compétitivité et une légitimation renforcée par les volumes et la continuité. Dans un troisième scénario, plus contraint, la montée en charge ralentit sous l'effet de pression et de fragilité. Si des interruptions techniques prolongées surviennent, ou si des tensions géopolitiques intensifient des contraintes normatives et financières, la montée en charge peut se heurter à une érosion temporaire de confiance. L'effet ne serait pas nécessairement un échec, mais un plateau. Adoption plus lente, corridors plus inégaux, prudence accrue des acteurs privés. La perception de risque remonterait et l'usage se concentrerait sur les segments les plus sûrs, le temps de renforcer la résilience. Les scénarios peuvent coexister selon les régions. Une recommandation de méthode s'impose. Observer les usages réels plutôt que les annonces. Si la régularité, les volumes et la fiabilité progressent, l'autonomie se consolide. Si ces indicateurs stagnent, l'ajustement devient prioritaire. La question structurante devient alors: qui portera la responsabilité de transformer une réussite technique en stabilité durable? Pour ceux qui observent cette bascule de l'extérieur, l'effet peut paraître abstrait. Pourtant, il prend un sens différent selon la place occupée, et c'est précisément cette diversité de regards qui révèle la profondeur du changement. Un premier public est celui des observateurs de la stabilité économique, analystes, chercheurs, responsables de politiques publiques. Pour eux, la question centrale n'est pas l'intention politique, mais la régularité des flux. Un conseil simple s'impose: suivre trois signaux concrets: la continuité de service, la progression des volumes et la fréquence des incidents. La stabilité se lie dans la répétition des confirmations, pas dans les déclarations. Si les paiements se valident jour après jour sans rupture majeure, alors l'infrastructure devient une norme, même sans unanimité. Un deuxième public est celui des acteurs du paiement au quotidien: commerçants, entrepreneurs, coopératives, opérateurs techniques. Leur lecture est pragmatique. Ce qu'ils veulent, c'est savoir si l'argent arrive vite, si les coûts baissent réellement et si le risque diminue. Une recommandation prudente: commencer par les corridors les plus fiables, tester sur des montants maîtrisés, puis élargir progressivement. L'adaptation graduelle réduit l'exposition aux incidents et transforme un usage ponctuel en routine. Un troisième public est celui qui interroge le sens politique et social de la transition: citoyens engagés, acteurs institutionnels, opinion publique. Ici, l'enjeu est moins la vitesse que la signification. Déplacer l'argent sans détour extérieur devient un signe tangible d'autonomie. Mais cette autonomie ne vaut que si elle tient dans le temps et si elle reste connectée aux besoins ordinaires. Dans cette perspective, l'attention collective devient utile. Elle pousse à exiger des preuves, des résultats et une continuité. À travers ces trois regards, une même leçon se dégage. Une infrastructure ne transforme pas tout le monde de la même manière, mais elle modifie les repères communs. Et c'est dans cette variation, technique, économique, politique, que se mesure le caractère durable de la bascule. La transition observée ne peut se maintenir sans une méthode explicite. Passer d'une performance technique à une stabilité durable exige une séquence d'actions coordonnées où chaque étape répond à une vulnérabilité précise et se mesure par des critères visibles. D'abord, il faut harmoniser l'institutionnel, avec des responsabilités claires, un calendrier réaliste et des critères mesurables. Les banques centrales alignent les protocoles de règlement et de compensation.
Elles définissent des standards communs, réduisent les écarts opérationnels et synchronisent les couches techniques. Le progrès ne se juge pas au nombre d'annonces, mais à la baisse des incidents et à la régularité des validations, corridor par corridor. Ensuite, il faut renforcer la résilience technique avec des responsabilités claires, un calendrier réaliste et des critères mesurables. Les pays sécurisent l'alimentation électrique, consolident les passerelles de connectivité et mettent en place des plans de continuité. Le test décisif est simple. Le système doit continuer à fonctionner malgré des incidents locaux, sans transformer une panne ponctuelle en rupture de confiance. Puis, il faut organiser une adoption progressive avec des responsabilités claires, un calendrier réaliste et des critères mesurables. Les acteurs privés intègrent les règlements locaux dans leur routine financière. Ils commencent par les corridors les plus stables sur des usages récurrents, puis élargissent. L'indicateur central est l'augmentation régulière des volumes réellement transférés, pas l'inscription symbolique de nouveaux partenaires. Parallèlement, il faut stabiliser la compréhension publique avec des responsabilités claires, un calendrier réaliste et des critères mesurables. Les autorités clarifient l'objectif: réduire une dépendance non opposée des blocs. Une communication constante évite la surinterprétation et limite les réactions de méfiance. Enfin, il faut ancrer la vision de long terme, avec des responsabilités claires, un calendrier réaliste et des critères mesurables. Dans cette phase, des figures comme Ibrahim Traoré jouent un rôle symbolique. Relier l'infrastructure à une trajectoire de souveraineté pragmatique fondée sur des preuves et sur la durée. La feuille de route ne promet pas une transformation instantanée, elle impose une discipline. Et cette discipline, si elle tient, transforme une réussite technique en normalité durable. Dans les couloirs techniques évoqués plus tôt, les écrans continuent d'afficher des confirmations rapides, presque banales. Pourtant, c'est précisément cette banalité qui marque le changement. Une transaction validée sans détour extérieur, une attente effacée, une marge préservée. Le motif de départ revient avec une clarté nouvelle. Une infrastructure agit d'abord dans les marges, puis elle redessine le centre. La coopérative commerciale, qui voyait d'abord un simple gain de temps, commence à percevoir autre chose. Une stabilité, une capacité à planifier, une routine moins dépendante d'un calendrier imposé. L'opérateur de passerelle qui surveillait des tests observe désormais des flux qui se répètent sans incident majeur. La confiance ne s'est pas imposée par décret. Elle s'est accumulée par usage, transaction après transaction. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, cette trajectoire donne une densité particulière au mot souveraineté. Elle ne se manifeste pas dans un geste spectaculaire, mais dans la répétition de décisions rendues possibles. La valeur n'est plus seulement comptée, elle est retenue. Le temps n'est plus seulement subi, il est maîtrisé. L'émotion, ici, ne vient pas d'un choc brutal, mais d'une prise de conscience progressive. Quand l'argent circule autrement, l'imaginaire collectif se déplace aussi. Une phrase résume ce parcours. La souveraineté commence dans les gestes ordinaires. À ce stade, la transformation observée dépasse largement une amélioration technique. Elle touche à la manière dont un continent se projette, dont il interprète la valeur, le temps et la dépendance. Un réseau de paiement n'est jamais neutre. Il traduit une vision implicite de ce qui compte et de qui décide. Suivre cette évolution n'est donc pas réservé aux spécialistes. Cela concerne tous ceux qui veulent comprendre comment une infrastructure peut déplacer sans bruit des équilibres installés. L'essentiel est peut-être là. Regarder les usages, les ajustements et les résistances plutôt que les récits simplificateurs. La réalité se lit dans les détails répétés,
dans la continuité de service, dans la baisse durable des coûts, dans la capacité à tenir sous contrainte. Pour des figures publiques comme Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas de convaincre par des discours, mais de s'inscrire dans une dynamique déjà engagée et d'en assumer la stabilité. Alors, comment interpréter ce tournant? Le voyez-vous comme un rééquilibrage durable en construction ou comme une phase encore fragile appelée à être redéfinie?